chers concitoyens, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir et de considération que je m'exprime à vous après un laps de temps. Mes chers concitoyens, ces derniers mois, notre communauté a fait des progrès énormes. Et cela constitue mon adresse d'aujourd'hui. Plus au sommet, nous avons des situations que nous sommes en train de gérer depuis plus d'une année maintenant. Et je me permets de vous faire part de toutes ces situations. Mes chers concitoyens, vous savez que depuis la nuit du 30 au 31 août 2013, une situation prévaut dans notre communauté. Il s'agit bien entendu de l'assassinat de notre concitoyen Yann Sieta Tuende Mboui, survenu à Douarka. Mes chers concitoyens, la nuit du 30 au 31 août 2013, notre concitoyen Yann Tuende Mboui était assassiné dans le district de Douarka, un quartier du sud-ouest de Delhi. Et mes chers concitoyens, depuis le déroulement de ce fait jusqu'à aujourd'hui, le bureau de la communauté, en partie avec l'ambassade, est très engagé dans la recherche de la lumière dans ce problème. Comme vous le savez, j'ai été personnellement contacté au 30 août 2013, c'est-à-dire la veille de l'événement. Quand l'événement a eu lieu, j'ai été contacté par le premier témoin du meurtre qui m'a sûrement fait part de cette situation. Et en ce moment, j'ai bien entendu pris soin de savoir si notre concitoyen était toujours en vie ou non. Mais malheureusement, il était décédé sur le champ. Et mes chers concitoyens, cette même nuit, nous avons alerté la police qui est arrivée sur le lieu du crime et a conduit les premières investigations. Cette même nuit, l'ensemble de notre corps diplomatique était informé de la situation. Et son Excellence, Monsieur l'ambassadeur François Baloué, nous a bien entendu rassuré de son support. Matinée du 31 août 2013, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur François Baloué était arrivé sur place à 7h du matin, accompagné du deuxième conseiller d'ambassade, M. Kassongo Senga, et du bureau de la communauté. Ils étaient arrivés sur place à 7h du matin sur le lieu du crime. Et l'ambassadeur Baloué était direct. L'ambassadeur Baloué avait demandé à ce que la lumière puisse être apportée dans ces problèmes. Et l'ambassadeur était très concerné et l'ambassadeur avait dit que le sang du Congolais ne peut pas être mis à même le sol ou à la merci de l'individu. C'est avec ces mots forts de son Excellence, M. l'ambassadeur François Baloué, que la police avait promis de mettre en lumière et de poursuivre les auteurs de ces crimes. 3 à 4 jours suivant le jour du meurtre, la police avait conduit les premières investigations et sur lesquelles des témoins tant indiens qu'au Congolais ont été entendus. Et parmi ces témoins, les amis du défunt, et parmi ces témoins, ces dernières communications au téléphone. Ce n'était qu'une séance d'écoute afin de tracer un lien avec le fait. La veille du crime, au moins 22 caméras cachées s'est retrouvées sur le lieu où le crime s'était déroulé. Et parmi les 22 caméras de télésurveillance, 7 simplement ne marchaient pas. Donc la police a été en mesure, au 31 août 2013, à retirer les disques durs des caméras de surveillance afin de faire une analyse et comprendre ce qui s'était réellement passé. Et c'est dans ces mêmes jours que la police avait remarqué qu'un individu s'est retrouvé, bien entendu sur le lieu du crime, habillé en noir et donné des revolvers sur sa main droite. Et avec l'aide de la technologie moderne et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la police a été en mesure de dépicter l'identité de celui-ci et bien entendu de lui rendre visite. Et au moment où la police était arrivée dans la maison de cet individu, il n'était plus là, il avait déjà pris sa fuite. Le 6 septembre 2013, la police avait ouvert un LOC. Le LOC qui était un appel lancé contre un individu quand le crime est connu, qui signifie simplement lockout control. Et le LOC disait que cet individu est impliqué dans le meurtre d'un citoyen congolais. Si vous retrouvez des informations concernant celui-ci, veuillez les transmettre à la police. Et au 6 septembre 2013, ce LOC a été envoyé à tout le point de sortie de l'Inde, à tout le port maritime, aux aéroports et à toutes les stations de train. C'est ainsi que suivant le LOC, en la date du 28 septembre 2013, cet individu a été retrouvé à l'aéroport de Kolkata, à l'aéroport
Netaji Subhash Chandra Bose alors qu'il s'est préparé à prendre sa fuite pour Bangkok. Et suivant le LOC, il était intercepté par la police d'immigration, par la police d'aéroport. Et en ce moment, un appel était bien entendu émis par cette police à la police de Delhi pour leur informer que la personne nommée sur le LOC était interceptée dans la province de Kolkata. Et ce qui a conduit l'inspecteur de police à charge du dossier à se rendre à Kolkata afin de récupérer celui-ci. Et lui a ramené à Delhi 3 jours après, et donc au 1er octobre 2013. Selon les premiers interrogatoires, cet individu avait avancé qu'il aurait dû tuer notre concitoyen suite à un problème de parking. Une version que nous rejetons et une version que nous n'acceptons pas. Le deuxième responsable de la police de Delhi avait aussi bien entendu nié, avait rejeté cette opinion, disons que ce n'était pas une opinion valable pour exécuter un meurtre. Et comme vous le savez, cette personne a été placée à Tia Jail Delhi, dans la grande prison de Delhi. Et le procès a été ouvert au 24 septembre, auquel nous avons pris place. Et au cours de ces procès, 3 témoins ont comparé. Parmi les 3 témoins qui ont comparé, personnellement, j'ai figuré en tant que témoin pour avoir identifié le corps de notre concitoyen étant citoyen congolais. Et il figurait aussi le père du défunt, M. Mouikandolo Pierre, et le deuxième témoin du meurtre, dont je me réserve le droit de taire les noms dans cet élément, était aussi présent et avait fait sa déposition. Suivant cette audience, une autre audience était convoquée au 20 octobre, où il devait y avoir un contre-interrogatoire entre le criminel présumé et notre témoin oculaire, c'est-à-dire le premier témoin du meurtre, dont je me réserve aussi le droit de taire le nom de cet élément. Et comme vous le savez, nous vous l'avons informé que cette audience n'avait pas eu lieu, cette audience a été avortée. Avortée justement parce que l'avocat de la défense, c'est-à-dire la partie indienne, n'était pas en mesure d'atteindre le procès ces jours-là. Donc le juge a été contraint de repousser le procès au 17 novembre 2014. Et au 17 novembre 2014, le procès a eu bien lieu, les témoins ont été entendus et parmi ces témoins, le policier qui l'avait arrêté à l'aéroport de Kolkata, qui a aussi fait sa déposition. Pour l'audience du 17 novembre 2014, une autre audience a été programmée pour ce 1er décembre 2014, où bien d'autres témoins venant de Kolkata seront écoutés, des témoins, ce sont des témoins de Indiens, des témoins de procédure, et une autre audience sera appelée au 15 décembre 2014 où nous serons contraints d'y prendre part et où notre témoin oculaire fera sa déposition. Et en ces jours, nous avons besoin du soutien de tous. Le bureau de la communauté remercie tous nos compatriotes congolais qui soutiennent ces dossiers et tous nos compatriotes congolais qui viennent à la cour lors de ces audiences. Comme vous le savez, dans ces procès, tous les témoins de fait ne sont que congolais. La partie indienne ou tous les témoins indiens qui figurent sur le cahier de charges de la cour ne sont que des témoins de procédure. Témoins de procédure, c'est-à-dire ceux qui ont conduit les investigations, ceux qui ont conduit l'autopsie et ceux qui l'ont arrêté. Seuls les Congolais sont des témoins de fait. Et voilà pourquoi nous sommes aussi optimistes. Mais comme vous le savez, en tant que Congolais, nous ne pouvons pas accepter que la dignité congolaise traîne à même le sol. Et son Excellence, M. l'ambassadeur François Balmone est très concerné dans cette direction, justement. Vous avez suivi notre récente réunion avec son Excellence, M. l'ambassadeur, convoqué par son Excellence, M. l'ambassadeur Balmone, où l'avocat de la partie congolaise a aussi été écouté par l'ambassadeur. Et au cours de cette réunion, son Excellence, M. l'ambassadeur François Balmone a insisté que la vérité devait être établie et que la justice devait être faite. Et vous comprenez qu'avec cette imposition de son Excellence, M. l'ambassadeur François Balmone, nous sommes aussi optimistes.
Le cahier des charges de la Cour présente 3 offenses majeures contre cet individu. La toute première offense, c'est l'offense 302, relative au meurtre. Et vous savez que cette offense a pour punition la prison à vie ou la peine de mort. Le criminel est aussi poursuivi pour l'offense 201, relative à la disparition d'évidence pouvant conduire à l'inculpation. Et cette offense est condamnable à plus de 10 ans de prison. Le présumé meurtrier est aussi poursuivi pour l'offense 27 qui figure sur le code de port d'armes indien. Et l'offense 27 dit que toute personne qui fait usage d'armes ou munitions interdites, si cet usage conduit à la mort d'un individu, cette personne va écoper d'une peine de mort. Donc, ce sont là les 3 offenses inscrites dans le cahier des charges de la Cour et qui sont retenues contre cet individu. Nous appelons à un support majoritaire dans cette histoire. Nous avons tous besoin de vous. Nous avons besoin de se tenir la main ensemble, le bureau de la communauté, avec la direction de l'ambassade, sous la conduite de son Excellence, M. l'ambassadeur François Balou-Mwene, afin d'établir de la lumière dans cette histoire. Le bureau de la communauté est très engagé depuis le début de cette histoire et le bureau de la communauté continuera à travailler activement afin de trouver de la lumière dans cette histoire. Mes chers concitoyens, une autre nouvelle aujourd'hui, c'est celui du ministère de l'Éducation de l'Inde et du ministère des Ressources humaines de l'Inde qui a publié récemment un communiqué. Et ce communiqué s'est reporté justement aux mauvaises pratiques liées aux inscriptions des étudiants étrangers en Inde. Le ministère de l'Éducation de l'Inde s'avère très mécontent de pratiques qui arrivent sur ces inscriptions des étudiants. Et le ministère a justement fait la remarque que bon nombre d'universités en Inde travaillent aujourd'hui sous le label des écoles de formation ou encore sous le label des agences à l'étranger pour recruter des étudiants. Et au ministère de conclure que cette pratique conduit à un désordre systématique dans le système éducatif indien. Et le ministère a aussi précisé qu'aujourd'hui, bon nombre d'étudiants étrangers se retrouvent dans des situations justement compliquées en Inde suite à ces pratiques que le gouvernement indien juge d'illégales. Mes chers compatriotes, c'est ainsi que le gouvernement indien a pris la décision que toute université, avant de se lancer à une telle pratique, devra justement se référer au ministère et devra avoir une autorisation du ministère de l'Éducation de l'Inde, du ministère de la Ressource humaine et du UGC, or University Grant Commission. Et le gouvernement indien a aussi précisé qu'à partir de 2015, les inscriptions trouvées par le canal des écoles de formation et par le canal des agences, justement, il y en a autant au Congo, ne seront plus reconnues. C'est ainsi que nous vous appelons à la conscientisation. C'est ainsi que nous faisons appel à votre bon sens. Si vous voulez inscrire vos enfants en Inde, ou si vous voulez inscrire vos frères en Inde, vous êtes priés de travailler directement avec l'ambassade de l'Inde à Kinshasa et vous êtes priés d'entrer au contact direct avec les universités en Inde et non pas d'utiliser le canal des intermédiaires. Ça, c'est une avancée considérable. Comme vous le savez, mes chers concitoyens, que depuis 2 ans aujourd'hui, le bureau de la communauté se bat dans cette direction, justement pour apporter de l'ordre. Vous savez qu'aujourd'hui, bon nombre de nos concitoyens se retrouvent dans des écoles de formation. Non pas par leur volonté, mais simplement parce qu'ils ont été escroqués. Simplement parce qu'ils sont passés par le canal des écoles de centres de recrutement. Et c'est une situation aujourd'hui qui ne plaît pas. Mes chers concitoyens, nous vous appelons aujourd'hui au bon sens. Le gouvernement indien a tranché et à nous de respecter. Pour le salut de vos enfants et le salut de vos frères, vous êtes en train de commercer directement avec les universités ou soit l'ambassade de l'Inde à Kinshasa et non pas les agences et les intermédiaires. Mes chers compatriotes, nous avons également reçu un grand nombre de complaintes dans le bureau de la communauté
concernant le programme CCID qui consiste à apporter de l'assistance aux personnes défavorisées, qui consiste à apporter de l'assistance aux personnes abandonnées ainsi qu'aux personnes de troisième âge. Nous avons enregistré toutes vos complaintes. Et la plupart de ces complaintes sont justement dues à un problème de compréhension. Comme vous le savez, dans la plupart des notes que nous avons reçues de vous, bon nombre de nos concitoyens nous ont questionné sur le pourquoi apporter de l'assistance aux Indiens plutôt que notre propre pays a besoin d'assistance. Pendant que dans notre propre pays, bien de gens n'ont pas de quoi se vêtir, de quoi se couvrir. Pendant que dans notre pays, bien de gens n'ont pas de quoi se nourrir. Je pense que toutes ces remarques, et je pense que toutes ces complaintes ont un sens. Ils ont un sens parce que vous êtes patriotes, parce que nous sommes patriotes. Et je comprends exactement le souci. Je comprends exactement l'amour que tous portez pour la démocratie du Congo. Et je voudrais ici vous rassurer que c'est le même niveau d'amour que moi aussi je porte pour le pays. Mes chers concitoyens, je voudrais ici éclaircir que le programme CCIA est bien sûr destiné à la République démocratique du Congo. C'est un programme qui a justement pour finalité l'assistance de la démocratie en République démocratique du Congo. Et en RDC, ces programmes prendront encore des volets beaucoup plus intéressants. Mais comme vous savez, mes chers concitoyens, que pour avoir accès aux preneurs et pour avoir accès aux grands contributeurs, bien entendu, le bureau de la communauté a besoin de faire preuve de confiance. Donc, c'est ainsi que nous avons commencé cette action avec les Indiens, qui finira justement en République démocratique du Congo. Et personnellement, je serai en RDC au mois de décembre pour lancer officiellement ces programmes en RDC. Donc, j'appelle tout le monde à l'apaisement. Le bureau de la communauté ne peut pas fonctionner seul et moins encore pourra faire marcher cette initiative seule. Donc, nous avons besoin de la contribution de tous. Mais vous comprenez qu'il y a une stratégie que le bureau de la communauté a justement mise en place pour faire fonctionner cette initiative, qui apportera autant de changements en RDC, puisque cette initiative CCID s'appliquera à beaucoup de secteurs en RDC. C'est l'essentiel de mon message pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, ma nation, ma vérité, mon héritage.